Un épisode de Ça roule Quentin avec l'accent italien aujourd'hui, hein, Quentin. Je vais vous dérouler le menu, on va dérouler le menu ensemble. Mais vous allez voir, il y a pas mal d'actualités qui concernent l'Italie, notamment avec la compagnie Trenitalia, mais aussi on parlera d'une voiture mythique, hein, d'une marque italienne bien connue, mais c'était une actu assez chargée encore une fois hein, pour ce nouvel épisode de Ça roule Quentin. Bonjour hein, d'ailleurs, Quentin. Ça va très bien, on est entouré de plusieurs stagiaires de la Provence aujourd'hui dans le studio d'enregistrement. On les salue, on leur souhaite la bienvenue dans nos locaux. Voilà, on les saluera. Effectivement, merci d'assister à ce nouvel enregistrement de Ça roule Quentin, l'épisode 17, et c'est parti maintenant. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence, présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, avec Quentin Choquer. Un podcast original La Provence, sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. Allez, je vous disais un épisode de Ça roule Quentin, l'accent italien, parce qu'on va parler notamment de la compagnie ferroviaire Trenitalia. Rappelez-vous, c'était il y a un an, elle débarquait dans nos gares en France, et notamment à Marseille et à Avignon, pour assurer la ligne entre Paris et Marseille. Un an après, Quentin, c'est l'heure du bilan. Oui, c'est ça, c'était le 15 juin 2025 que les trains rouges de Trenitalia sont arrivés à Marseille, Marseille, tu l'as dit, Avignon, Aix aussi, le trajet habituel du Paris-Marseille. Et donc, c'est le seul concurrent de la SNCF sur cet axe ferroviaire qui est le plus rentable de France. Rentable pour la SNCF, oui. Rentable pour Trenitalia, non, pas pour le moment. Le bilan est quand même assez contrasté. Alors, effectivement, parfois, les TGV Trenitalia sont plutôt remplis, jusqu'à 80% de remplissage en haute saison, donc la saison estivale. Mais en période creuse, comme l'indiquait la compagnie, ça descend à 50%, ce qui est bien moindre que les trains de la SNCF qui sont en moyenne à l'échelle nationale plutôt autour de 87%. Un taux de remplissage de 50 à 80, quand même, ça reste des bons chiffres pour une nouvelle compagnie, tu dirais ? Ça pourrait être mieux, d'autant plus que Trenitalia a mis en avant des tarifs très avantageux. C'était autour de 27 € le trajet. Selon les dates aujourd'hui, ça peut être bien plus. Il faut s'y prendre très à l'avance pour avoir un tarif bas. C'est parfois plus cher que les Ouigo de la SNCF. Ce qui fait que Trenitalia n'est pas encore rentable, loin de là. En France, en tout cas, la compagnie a réalisé environ 90 millions d'euros de revenus en 2025. C'est déjà le double de 2024. Mais voilà, elle ne parvient pas à engranger des bénéfices. Ça va pas être le cas en 2026. Ça prend du temps. Et ce, alors même que Trenitalia a bénéficié de ristournes sur les péages ferroviaires pour s'installer. Donc ils étaient un petit peu avantagés. Et au niveau retour, est-ce que voilà sur l'expérience client, j'ai envie de dire, hein, comme on dit, quels sont les retours qu'on peut avoir sur cette nouvelle liaison avec cette nouvelle compagnie, enfin pas de nouvelle liaison, cette nouvelle compagnie. Ils sont plutôt positifs. On est allé interroger quelques passagers à la gare Saint-Charles cette semaine, qui nous racontaient être plutôt satisfaits du confort à bord, des prix parfois moins chers effectivement, de la propreté à bord comparée au Ouigo dont l'hygiène avait été pointée du doigt, des collations offertes à bord même pour un passager en première classe. Il y a quand même parfois des retards, comme ça a été relaté dans l'actualité en effet, ouais. ces derniers temps. Bon, en tout cas, la compagnie est toujours là, elle a prévu de rester pour l'instant Oui, il n'y a pas de projet a priori de partir, alors que la Renfe qui voulait s'installer sur Paris-Marseille a abandonné son projet, je crois. Renfe, c'est la compagnie espagnole. Hein, espagnole, ouais, qui est aussi présente à Marseille sur le Marseille-Madrid. Mais voilà, ça pourrait... C'est un bilan satisfaisant pour l'heure, mais ça pourrait être mieux. D'accord. Eh ben, écoutez, on va rester du côté des passagers avec le règlement pour les passagers, notamment dans l'aérien. Alors, il y a une modification via l'Union européenne hein, pour arrêter de payer certaines options lorsqu'on prend un billet d'avion. Oui, il y a un accord en fait qui a été conclu entre les États membres de l'Union européenne lundi 12 juin. Il va encore être soumis à un vote, mais il acte la protection des passagers sur certains points va être maintenue. Il y a notamment l'indemnisation allant de 250 à 600 € en fonction de la distance parcourue qui est maintenue pour un retard de plus de 3 heures. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors que certaines compagnies aériennes voulaient l'abroger. Ouais, exactement, ouais. Il y a d'autres mesures qui sont marquantes. Par exemple, les compagnies ne pourront pas demander de suppléments pour que les familles avec un enfant de moins de 14 ans soient assis avec elles. Et oui, ça c'est payant, hein, c'est ça. Ouais. On se demande à ce que son enfant soit à côté de soi lors du trajet. Ouais, c'était payant. C'était payant chez certaines compagnies qu'il avait mises en place. Bon, ça arrangeait certains parents, hein, des fois. Peut-être. Je ne sais pas si ça t'arrangeait toi, Eric.
lors de voyages en avion. Et il y a aussi des frais qui vont être bannis pour changer son nom sur un billet si on a fait une faute de frappe. Ah oui. Ça, on ne pourra plus vous demander de payer. Ça, c'était payant. J'ai découvert ça, ouais, effectivement. Ouais, chez certaines compagnies. C'est sympa. Aussi. Ouais, faute de frappe, il faut payer. Ok, mais bon, ça, c'est abrogé aussi. Ouais. Si on se présente par ailleurs en retard à l'enregistrement des bagages, il y a parfois, même souvent, 1 heure maximale avant le départ. Donc, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bagage cabine devra être inclus dans le tarif affiché par défaut du billet. On ne pourra plus vous demander de payer en plus. Ça, c'est le plutôt petit intéressant. supplément, ouais, quand tu dis, oui, j'ai besoin d'un bagage en cabine, et là... Ouais, parce qu'il y avait, normalement, le bagage cabine, chez la plupart des compagnies, est inclus, mais il y avait une tendance à le faire payer en plus chez certaines compagnies. Oui, c'est genre, il y a le prix du billet, puis tu cliques lorsque tu ça. réserves, et hop, est-ce que vous voulez un billet, un bagage en cabine, et hop, tu payes un peu plus. Et ça, d'accord, c'est fini aussi. D'accord, bah ouais, intéressant. Encore une fois, voilà, si on veut toutes les informations sur cette nouvelle réglementation, je vous invite à aller sur laprovence.com pour voir l'article qui a été fait. De l'aérien, on va retourner sur Terre, on va prendre la direction du Luberon. Il faut que tu me précises où, d'ailleurs, où ça ? À Gargas. À Gargas, oui, je ne connais pas, mais ça a l'air très sympa. Une petite commune qui comporte une pépite de notre région, qui est la lustrerie Mathieu. La lustrerie Mathieu, alors explique-nous de quoi il retourne et pourquoi tu en parles aujourd'hui. La lustrerie Mathieu, c'est un endroit où on restaure, où on crée des lustres d'exception. D'accord. Donc vraiment de très belles pièces. C'est un bel endroit qu'on peut visiter d'ordinaire pour voir le travail des artisans qui y œuvrent sur place. Mais c'est aussi tenu par un passionné d'automobile, Régis Mathieu. Il avait déjà fait une exposition de Porsche 911 en 2022 qui avait été très remarquée, plébiscitée par le public. J'étais moi-même allé, c'était plein à craquer, je me souviens. Et bien cet été, ils vont remettre ça. D'accord. Une nouvelle expo qui se prépare, organisée cette fois par le fils de Régis Mathieu, Arthur Mathieu. Ça va être une autre Porsche à l'honneur. Je ne sais pas si tu connais, Eric, la Porsche 917. Pas du tout. C'est un modèle. Alors je vois la forme, mais bon, je ne saurais pas te dire les détails là. Ça marche. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voiture de course de Porsche qui date des années 60-70, qui est célèbre pour avoir remporté 2 fois les 24 heures du Mans, qui a établi un record du Tour à l'époque sur ce circuit mythique, qui est aussi apparu dans un film Le Mans de Steve McQueen en 71, film culte. Ouais. Donc voilà, c'est une voiture qui a marqué l'histoire, c'est la voiture de tous les superlatifs, et puis elle est devenue très rare. Non, aussi. Donc là, elle sera à découvrir. Combien d'exemplaires de la 917 ? Une dizaine de Porsche 917 qui vont être exposés. Donc c'est quand même franchement inédit. D'autant plus c'est une voiture qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui. D'accord, effectivement. Donc c'est pas forcément pour acheter, mais au moins pour découvrir. Et c'est vraiment un événement à voir. Enfin, si on est amateur de sport automobile. Oui, clairement. Puis même si on aime les beaux objets, l'idée c'est d'exposer la voiture comme une œuvre d'art, la présenter sous les lustres d'exception de la lustrerie. Donc ça va être un spectacle assez grandiose, je pense. Ça aura lieu du 10 juillet au 10 août, tous les jours de 16h à 21h. C'est gratuit ? Non, c'est payant, 10 € par personne. Bon, c'est pas 10 millions, c'est déjà ça. C'est ça. Allez, puisque je sais que vous aimez les petites actus, on va en rajouter une pour ce nouvel épisode de Ça roule Quentin. On va parler carburant, mobilité toujours, avec cette nouvelle qui nous vient de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui fait un coup de pouce pour la transformation de votre moteur en moteur bioéthanol. Oui, c'est ça. Alors, le bioéthanol E85, c'est un carburant qu'on trouve dans à peu près la moitié des stations-service en Provence et qui est vendu bien moins cher que l'essence. Il s'agit, alors si vous ne savez pas ce que c'est, d'un mix entre essence et de l'éthanol produit à partir de cultures agricoles en France. Betterave, je crois. Notamment, betterave, céréales aussi, il me semble. Et donc, pour rouler avec ce carburant qui est vendu actuellement autour de 85 centimes du litre. 85 centimes du litre. Ouais, c'est le prix actuel. Ouais. Et oui, on le voit sur les fameux totems. Des stations-service, voilà. Ça donne envie. C'est ça, ouais. Il faut savoir que ça induit quand même une surconsommation d'environ 25% suivant les voitures. Donc, il y a quand même des inconvénients, mais la plupart du temps, on peut être gagnant et on peut rentabiliser donc un boîtier, puisqu'il faut installer un boîtier sur sa voiture pour utiliser ce carburant déjà sans abîmer son moteur et puis en toutes les qualités. Il faut un boîtier homologué. Ça coûte des sous. Entre 700 et 1200 € suivant la voiture, le moteur dont on dispose. Et donc, pour accompagner cette transition, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé remettre en place son chèque transition qui permet de financer une partie de ce boîtier. Et c'est un renouvellement de mesures, ça avait été déjà fait par le passé. Ouais, ils l'ont mis en place entre 2018 et 2024. Ça n'avait pas été renouvelé en 2025. Et donc cette année, c'est de retour dans un contexte quand même de flambée du prix des carburants qu'on connaît. On en a parlé plusieurs fois dans ce podcast. Il y a quand même un inconvénient,
c'est que en 2024, l'aide était de 500 €, elle est désormais de 250 €. Donc voilà, elle est divisée par deux pour ce retour. Oui, parce que tu dis le prix d'installation de ce fameux boîtier, ça a compris entre 700 et 1200 €. Pourquoi ça varie d'ailleurs le tarif au niveau du boîtier? Ça varie, voilà, suivant la taille du moteur, le travail à réaliser pour installer le boîtier, configurer les choses. Voilà, ça dépend vraiment du modèle de la voiture en fait, tout Et simplement. on précise, c'est sur des véhicules essence, hein. Ouais, uniquement. Uniquement essence, voilà. Si vous avez un diesel, non, ça ne marchera pas peine de Et demander. ouais, malheureusement. Effectivement. Ok, bah écoute, merci pour cette info. Juste peut-être précision, comment on fait pour obtenir, enfin, il faut Ouais, aller bien sur le sûr. site de la région. Alors normalement, on n'a pas la précision encore, mais ça devrait être voilà, sur le site de la région via un guichet en ligne. Il faudra, pour en bénéficier, être un ménage qui ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc pas imposable. Donc voilà, ça conditionne aux ménages qui ont Ouais, qui des ne sont faibles pas imposés. revenus. D'accord. Et ça ouvre dès ce samedi 27 juin, mais les dossiers pourront être déposés dans un laps de temps assez court, du 15 septembre au 30 octobre 2026. D'accord. Ok. Bah écoute, merci de cette précision. Allez, le dossier du jour, hein, c'est l'actualité, c'est en ce moment, enfin voilà, c'est ces fortes chaleurs hein, qui impactent forcément les réseaux, notamment ferroviaires. Il fait chaud, ouais. Il fait chaud, oui. Dans le studio où on enregistre. Aussi, effectivement. Mais en tout cas, ouais, c'était vendredi, il y avait une conférence de presse de SNCF Réseau, hein, justement, pour présenter voilà, les mesures qui sont prises pour essayer de limiter l'impact de la chaleur sur le réseau existant. Alors, plus qu'une conférence de presse à laquelle j'ai assisté, c'est simplement une opération de contrôle en bord des voies à Marseille, qui avait lieu pas loin, au pied des lettres Marseille, en fait, que vous voyez en arrivant à l'entrée de la ville. Plusieurs agents ont contrôlé l'état des caténaires, en fait. Vous savez, ce sont les câbles qui passent au-dessus des trains et qui les alimentent en électricité, tout simplement. L'idée, voilà, c'était de voir en période de forte chaleur l'état de ces caténaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'incidents ferroviaires liés à la canicule qu'on traverse actuellement. Ouais, parce qu'effectivement, la SNCF indique qu'à chaque fois, ce sont les caténaires qui sont touchés. Alors, sans rentrer dans tous les détails techniques, on rappelle peut-être à quoi sert une caténaire et pourquoi elle peut être impactée par les fortes chaleurs. Ce qu'il nous explique lors de cette opération, c'est que voilà, donc le caténaire, les caténaires, c'est ces câbles qui alimentent les trains en électricité, qui permettent aussi bien de les faire avancer que de fournir de l'énergie pour leurs équipements, comme la climatisation, par exemple, qui est indispensable dans son nom à bord. Ils peuvent se détendre, être pas forcément alignés avec le pantographe du train, vous savez, cet appareil Ce bras, un peu. voilà, qui est Oui. au-dessus du train et qui le relie donc au caténaire. Ce qui fait que s'il n'est pas aligné, si un train passe, ça peut complètement l'arracher et donc provoquer un incident ferroviaire et donc une remise en état et donc un arrêt des circulations. C'est ce qui a pu se passer dernièrement. On a vu plusieurs gros retards de train. Il me semble qu'il y en a eu un lié à l'arrachement d'un caténaire. C'est pas toujours lié à la chaleur, attention, hein. Oui. Mais voilà, ça peut être une circonstance aggravante. Et comme l'a expliqué Karim Touati sur place, donc le directeur régional de SNCF Réseau, Météo France fournit des bulletins quotidiens à la SNCF qui rentrent en alerte dès lors qu'on dépasse une certaine température. Je vous propose de l'écouter dès maintenant. Une caténaire, c'est constitué de cuivre, puisque c'est destiné à amener le courant au train. Et le cuivre, c'est comme tous les matériaux métalliques, se dilate aux températures. Et donc, plus il fait chaud, plus le câble a tendance à se dilater. Or, il doit être toujours tendu avec la même tension. Et donc, il y a des dispositifs pour ça qui permettent de maintenir en tension la caténaire. Et ce qu'on vient vérifier quotidiennement lors des plus fortes températures, c'est que la caténaire est correctement tendue et qu'elle est bien horizontale pour permettre au train de circuler, je dirais, en toute régularité, puisqu'effectivement, une caténaire qui serait très fortement détendue, c'est un risque que le pantographe du train vienne, je dirais, soit l'endommager, soit carrément l'arracher. Et là, pour le coup, on va vers des incidents qui vont provoquer des arrêts prolongés de la circulation. Ouais, Karim Touati, un directeur régional de SNCF Réseau, assez technique, hein, ces précisions, effectivement, sur l'impact que peut avoir la chaleur sur les caténaires. Alors justement, politique fiction, mais surtout prédiction. Est-ce que le réseau va tenir tout simplement cet été à cause de la chaleur ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. On n'a pas de boule de cristal. Toujours est-il que la direction de la SNCF a tenu un point presse tout récemment à la gare de l'Est à Paris, justement par rapport aux récentes fortes chaleurs. Ils ont indiqué voilà, que les 2 journées les plus chaudes qu'on a connues en France
cette dernière semaine était aussi les plus chaudes sur le réseau ferroviaire depuis sa création il y a quasiment 200 ans, et qu'il y avait des incidents assez importants sur le réseau ferroviaire un peu partout en France. La SNCF dit notamment que 10% des trains n'ont pas pu rouler en France en milieu de semaine dernière sur 3 jours. Et la part de trains à l'heure est descendue à 80%, 10 points de moins que la normale quand même. Dans une autre région, en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu une journée où toutes les liaisons régionales ferroviaires ont été suspendues de 10h à 18h quand même, ce qui est juste énorme. Donc voilà, ça met le trafic à l'arrêt. On ne sait pas si tout va bien se passer cet été, on ne sait pas si on aura d'autres canicules, mais la SNCF a prévenu que si elle devait adapter des plans de transport parce que la canicule devait se poursuivre, elle prendrait ses décisions avec les autorités organisatrices de transport, qui sont, je le rappelle, par exemple la région ici en Provence, parce que le risque c'est aussi sur des vieux trains de voir les climatisations lâchées. On l'a vu sur certains trains qui ont été mis à l'arrêt et les voyageurs qui ont subi de gros retards récemment. Et côté voyageurs, justement, la SNCF aussi pense aux voyageurs et prépare toute une série de mesures ou alors de dispositifs pour parer à ces vagues de chaleur à répétition. Oui, c'est ce que répondait la SNCF dans un autre article qu'on a publié sur laprovence.com. Chaque été, des stocks d'eau assez importants sont préparés pour qu'ils soient distribués en gare ou à bord de train en cas de forte chaleur. La SNCF aspire aussi à fournir une meilleure information à ses clients. C'est ce qu'elle nous a expliqué via ses canaux, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur son site web ou même par SMS. Et puis pour améliorer le confort thermique des voyageurs, il y a tout un travail qui est fait pour installer par exemple des filtres athermiques dans les voitures, ce qui permet de moins laisser entrer la chaleur via les vitres tout simplement. Et puis les toits de certains trains, aussi bien sur les intercités, les TER ou même les Transiliens en région parisienne, sont peints en blanc pour mieux réfléchir les rayons du soleil. Et puis alors on revient sur le réseau, mais il y a des opérations de maintenance spécifiques qui sont réalisées avant l'été sur l'ensemble des trains et en particulier sur la climatisation. Les centres de maintenance voient leur activité augmenter de 20%, mais il y a quand même des trains dont la clim ne résiste pas aux températures qu'on a connues, au-delà de 35 degrés, elles sont juste pas faites pour ça. Je pense aux vieux trains corail sur les lignes intercités. Et dans ces cas-là, ça amène forcément, comme on l'a vu, des suppressions de trains en prévention pour éviter des situations catastrophes avec des passagers qui se retrouvent à étouffer dans des rames, quoi. Ouais, donc en effet, en tout cas, vague de chaleur, train potentiellement impacté, n'hésitez pas évidemment à vous renseigner avant votre voyage pour s'assurer que votre train sera prêt et à l'heure. Et on parlait tout à l'heure de la lustrerie Mathieu qui va accueillir en juillet prochain une collection sur la Porsche 917. Mais entre-temps, la lustrerie Mathieu, tu y es allé à Gargas, encore une fois dans le Luberon, un très joli pays, région, pour voir une nouvelle voiture. C'est la Fiat 500. Alors, vous allez me dire, la Fiat 500, alors moi je l'ai dit spontanément en électrique. Un peu moins rêvé que la Porsche 917. C'est pas la même chose, effectivement, mais bon, c'est un modèle assez iconique aussi. Spontanément, je t'ai dit, c'est une électrique, et tu m'as dit, ah bah non, c'est une thermique. Alors, le modèle était électrique à la base, il avait même été lancé uniquement en électrique autour de 2020. Mais il y a eu un gros rétro-pédalage de la part du groupe Stellantis parce que les ventes ne suivaient pas. En électrique sur la 500 notamment Ouais, d'accord. Tout simplement, les ventes ne suivaient pas et en 2024, ils ont annoncé qu'elle allait finalement avoir un moteur hybride, cette Fiat 500, dans un contexte où les ventes de voitures hybrides ont largement augmenté. C'est devenu la motorisation préférée des Français comme des Provençaux. Ouais, mais c'est comme sacré rétro-pédalage, mais ça fait partie aussi un peu de la stratégie globale de Stellantis. On l'a vu récemment, on en avait parlé dans un récent épisode aussi, Stellantis sur l'électrique qui change un peu son braquet. Ouais, alors ils continuent d'en annoncer, mais effectivement, ils font la plupart des voitures sont proposées en hybride comme en électrique aujourd'hui. D'accord, donc c'est peut-être ça la nouvelle stratégie. Donc cette Fiat 500 qui porte toujours ce nom, Fiat 500, elle n'a pas un autre petit nom en plus ou non, c'est Fiat 500 version 2026, c'est très bien. Oui, elle se suffit à elle-même. Donc en version hybride, tu l'as testé sur les routes dans le Luberon. Justement, on attend tous impatiemment ton retour. Elle n'est pas trop faite pour les routes du Luberon. 500 hybride, déjà, j'ai envie de te dire, parce qu'elle a un petit moteur de 65 chevaux. C'est pas énorme. Seulement, c'est pas énorme du tout. Ma première voiture faisait 65 chevaux. D'accord. C'était quoi ta première voiture, Frédéric ? C'est pas un bon exemple, c'était une R21. Donc, c'était c'est un ancien. Ouais, très très ancien. Un gros moteur turbo diesel.
Bon là, on est sur un petit moteur essence avec un système micro-hybride, on appelle ça. L'idée, c'est pas de rouler en électrique comme certains hybrides le permettent, c'est juste de permettre au moteur de souffler un petit peu, de moins consommer de carburant et d'émettre moins de CO2. Aujourd'hui, c'est un sujet quand même assez important. Ouais, c'est pas on roule une partie en électrique et puis après on passe en thermique. Non, Non. ça accompagne quoi. C'est Ouais. vraiment dans cette idée-là. C'est ça, donc ça marche plutôt bien, hein. En termes de consommation de carburant, on est sous les 6 litres au 100 km, mais on voit le chiffre augmenter assez vite puisqu'on est obligé de cravacher constamment en fait. Dans le Luberon, comme je le disais, sur les routes où il y a un petit peu de dénivelé, on est obligé de beaucoup rétrograder. Ouais, il y a une relance à faire. De monter dans les tours parce que c'est 65 chevaux, c'est pas suffisant. Ouais, parce que après, on va pas se mentir aussi, une Fiat 500, on est plus sur une citadine. Oui, bien sûr, c'est une voiture qui est faite pour la ville, c'est assumé de la part de Fiat, mais bon, avec une voiture, on est quand même censé aller partout. Mais oui, effectivement, en ville, c'est un plaisir de la conduire, elle se faufile partout. J'ai pu le voir dans les petites ruelles de Saint-Rémy-de-Provence d'ailleurs. Elle est très agile, facile à manœuvrer, très maniable aussi. La direction est très très légère. Ah oui. Ce qui fait qu'on peut braquer pour faire demi-tour quasiment d'une traite. Hein. Je l'ai remarqué en m'engageant dans un sens interdit. Très bien. Pardon, Bravo. monsieur l'agent, si vous m'écoutez. J'ai pas fait exprès, c'est le GPS qui m'y a envoyé. Ah bah voilà, c'est le GPS. Mais cette légèreté de la direction, quand on circule à plus haute vitesse, elle devient un peu déroutante, hein, parce qu'on n'a pas trop de ressenti dans il n'y a pas de résistance. dans le volant. C'est Ouais. tellement léger que ça C'est ça. flotte avec le volant. Cela dit, j'ai été impressionné par la très bonne tenue de route de la voiture. Franchement, elle n'a jamais fait défaut, contrairement à d'autres citadines qui peuvent être un peu moins sûres. Celle-ci, dans son comportement, je trouve qu'elle est plutôt saine. C'est une bonne voiture là-dessus. Est-ce que la garde est assez basse aussi peut-être? C'est le châssis, enfin il est assez bas, non? Ou ça joue peut-être au niveau de la tenue de route? Peut-être, effectivement. Ouais. Sachant que c'est une voiture qui a été conçue pour l'électrique, donc en général, c'est des châssis qui tiennent plutôt bien la route. D'accord, en effet. Au niveau design, tu n'en as pas parlé. Parce qu'on voit bien la forme de cette nouvelle Fiat 500. Est-ce qu'elle est conforme à ce que cette nouvelle a l'ancienne version? Clairement, le design, c'est son atout, hein. C'est l'une des plus belles citadines, je pense, du marché. Ils ont réussi à garder ce qui a fait le succès de la Fiat 500 en 2007, hein, lors de son grand retour sur le marché automobile. Un look un peu néo-rétro, un côté un peu pot de yaourt. Pareil, à l'intérieur, on retrouve cette planche de bord colorée qui fait tout d'un seul gros morceau, et puis ce petit volant à 2 branches. On a maintenant, temps moderne oblige, un compteur numérique assez lisible. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est l'écran tactile central qui est pas très réactif, qui manque de lisibilité. Et alors, on n'a pas réussi à connecter Apple CarPlay. Il y avait un gros bug sur la voiture. Ok, ça peut arriver, C'est- effectivement. Ouais, non, on est sur une tablette, oui, format un peu tablette, hein, sur le tableau de bord qui est posé. Je vois à peu près très horizontale, un peu cette tablette. C'est la norme, hein, dans les voitures aujourd'hui, mais celle-ci, elle est quand même pas très très fluide à utiliser. Ouais, en tout cas, bon, le design, j'ai les photos, hein, sous les yeux. Je vous invite à aller voir l'article de Quentin parce que justement, il y a pas mal de photos. Le look est très sympa et vraiment rend hommage à la Fiat 500 d'origine. L'autre gros point fort de cette Fiat 500, c'est son prix aussi. L'idée avec la motorisation hybride, c'est de la vendre moins cher que l'électrique. Ah, c'est un Elle est affichée à partir de 19 400 €, cette nouvelle Fiat 500, Ouais, contre 28 900 € pour la 500 électrique. d'accord. Mais quand on déduit le bonus de la Fiat 500 électrique, et notamment le bonus maximal coup de pouce qui atteint 5 700 € pour les ménages les moins aisés, et si on rajoute une prime de 1 000 € qui est attribuée au véhicule dont la batterie est fabriquée En Europe? et le modèle électrique revient à 22 000 €. Ok. La différence n'est pas énorme, je trouve. Ah ouais, en effet. Je pense qu'il vaut mieux peut-être mettre quelques milliers en plus et s'offrir l'électrique, qui est beaucoup plus agréable à conduire. Là, c'est ton avis, si tu C'est compares les mon deux avis modèles. perso, Ouais. Et qui coûtera moins cher en carburant Ouais, parce que aujourd'hui, où il coûte très cher. à 19 000, donc ça reste un prix assez attractif pour cette nouvelle Fiat 500. Mais bon, si on se penche sur l'électrique, la grosse tendance aujourd'hui, on est à 22 000. Donc, si on fait la réflexion, la balance entre les deux. Ouais, il Ouais. n'y a pas tant de différence finalement sur le prix, à moins qu'on n'ait pas le bonus maximal. Effectivement, là, ça se réfléchit peut-être plus. En tout cas, bon, ce look de Fiat 500 est à retrouver aussi, encore une fois, dans ton article à retrouver sur laprovence.com. Merci Quentin pour toutes ces Merci à toi. explications, ces précisions, ces tests aussi. Merci à toi, Eric, de
de me donner la parole. Tu n'es pas contraint à forcer, je le rappelle encore à nos auditeurs. Tu viens ici avec plaisir, la porte est grande ouverte et merci à nos jeunes stagiaires d'avoir suivi aujourd'hui cet enregistrement. Ciao Eric, à bientôt. Ciao.